premiers philosophes et après eux toute une tradition a essayé d'expliquer le sens, les causes, la signification de leur désir. Bien entendu, il y a une foule d'explications, mais on pourrait les ramener à deux. D'une part, ce qu'on pourrait appeler une explication objectivante. On désire quelque chose parce que c'est bon pour nous, parce que c'est bien. Il y a des choses qui ont de la valeur, et comme elles ont de la valeur, nous les désirons. Le problème, c'est que cette explication par la valeur des objets de désir, elle se heurte à tout un tas de difficultés. Par exemple, il faut expliquer l'infinitude du désir. Si on désire une chose parce qu'elle a de la valeur, pourquoi est-ce qu'on continue à la désirer ou à étendre son désir une fois qu'on l'a obtenu? Bon, eh bien, je pense que c'est fini. Une deuxième difficulté, c'est celle de la multiplicité des désirs. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui se fixent sur le jeu, d'autres sur l'alcool, d'autres sur la lecture, d'autres sur l'amour, etc., etc. Si vraiment il y a une chose qui est bonne, pourquoi est-ce que tous ne la désirent pas? Pourquoi est-ce que chacun fixe son désir, voire le transforme en délire, sur une chose particulière qui provoque chez l'autre le rire ou le dégoût? Il existe une deuxième tradition philosophique minoritaire, c'est celle qui consiste à rapporter le désir non pas à son objet, mais d'abord à la nature de celui qui désire. Disons que c'est une théorie naturaliste qui explique le désir d'abord par le fonctionnement du corps humain, par le fonctionnement de la mens, de l'esprit, de l'âme, de la mentalité qui est associée à ce corps humain. Et c'est le fonctionnement de l'individu désirant qui explique qu'il va se donner tel ou tel type d'objet, qu'il va ensuite changer d'objet, qu'il va préférer un objet à un autre, mais aussi, et c'est peut-être ça la force particulière du raisonnement de Spinoza, qu'on trouve moins chez Lucrèce ou chez Hobbes, donc dans la même tradition, pourquoi parfois l'individu va désirer parce qu'il voit un autre désirer. Cette imitation des affects, le jeu même quotidien de notre corps la répète tous les jours, le fait que nous voyons, que nous sentions quelqu'un désirer ou être joyeux ou être triste, craindre ou espérer, aimer ou haïr un autre objet, nous fait nous projeter nous aussi dans cet affect. Autrement dit, on ne peut pas penser l'individu humain, le corps humain, en dehors du monde social dans lequel il est inséré, par lequel il est imprégné, qui agit perpétuellement sur lui. Et donc, si on lit jusqu'au bout les textes de Spinoza sur les désirs, on se rend compte que plutôt que de parler d'un désir de l'individu, il faudrait parler d'un désir dans l'individu. Ainsi, non seulement Spinoza nous apprend à rejeter l'illusion que le désir est le désir d'un objet ou d'une fin d'abord, mais en outre, Spinoza nous montre que ce désir qui est en nous est un désir qui est lui-même causé, qui renvoie à un système de causes qui nous dépasse, et c'est pourquoi nos désirs se répètent. Ils changent suivant des régularités qui toutes peuvent s'expliquer par l'ensemble de ces stratégies désirantes qui nous sont imposées par les milieux dans lesquels nous vivons et nous expérimentons.